Super, bonsoir à tous. Merci à ceux qui sont connectés. Donc, je suis Oriane Weissman, je suis cardiologue, docteur junior à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le deuxième journal club du GACI sur l'étude Landmark avec comme présentateur de l'étude le docteur Alexandre Gauthier qui est PH de cardio interventionnel à Bichat à Paris et comme cardiologue expert du GACI le professeur Thibault Lermusier du CHU de Toulouse. Donc, on va discuter ensemble aujourd'hui de l'essai Landmark qui traite d'un nouveau device pour réaliser les TAVI. Il s'agit de la nouvelle valve MyValve, dont on va parler juste après. L'objet est vraiment que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et puis, après la présentation de l'étude, on discutera tous ensemble euh, des implications, des forces et des limites de l'étude. Voilà, donc, je laisse la parole à Alexandre. Juste, on en profite pour refaire une petite pub du GACI sur les trois réseaux sociaux principaux maintenant sur lesquels on est présent. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur chacun de ces réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Donc, merci Oriane pour cette introduction. Donc, effectivement, on va parler de l'étude Landmark, une étude publiée dans Lancet au mois de mai dernier qui a présenté les résultats précoces d'une nouvelle plateforme TAVI Balloon Expandable en comparaison à deux autres plateformes qui servent un peu de gold standard actuellement. Donc, les plateformes Balloon Expandable Sapien de Edwards et Self Expandable Evolute de Medtronic dans une pratique qui se veut être le plus proche de la vraie vie pour les patients avec rétrécissement aortique serré symptomatique sur valve aortique native. Il s'agissait d'un essai randomisé de non-infériorité. Donc voici, sans rentrer dans le détail, on le verra plus tard, donc c'est cette nouvelle valve. Donc le rationnel de cette étude repose sur le fait que les valves actuellement disponibles sur le marché ont un incrément de taille limité à 3 mm et ceci peut poser problème chez les patients pour lesquels la mesure de l'anneau aortique au scanner tombe en zone grise, c'est-à-dire un peu à cheval sur deux tailles, et expose dans ces cas-là à des stratégies propres à chacun, mais il y a des petites recommandations dessus, sur le fait de devoir soit oversizer les prothèses, ce qui expose au risque de rupture d'anneau, ou bien d'augmentation des troubles de conduction, soit de devoir au contraire sous-dimensionner les prothèses et ceci expose au risque de fuite paravalvulaire, voire même dans des cas très rares d'embolisation de prothèses. Donc c'est dans ce contexte-là que vient se positionner cette nouvelle plateforme Balloon Expandable avec comme nouveauté une incrémentation de taille tous les 1,5 mm avec également la volonté de proposer un très large panel de taille qui va couvrir des anneaux de surface allant de 270 mm² jusqu'à 840 mm². Donc, il existe au total 9 tailles de prothèses. Dans l'étude Landmark qui nous intéresse aujourd'hui, 7 tailles ont été étudiées et les deux plus grandes tailles disponibles sur cette plateforme n'ont pas été inclus dans le Landmark, mais font l'objet d'un registre prospectif euh, en cours d'inclusion. Donc la nouveauté, c'est donc la présence de tailles intermédiaires, avec notamment des demi-tailles, on le verra plus tard. Donc il existe déjà pas mal de données sur cette valve, d'efficacité et de sécurité, mais essentiellement issues d'études observationnelles, avec comme seule comparaison des scores de propension, mais ils ont déjà analysé un panel très large de patients de tous les niveaux de risque possibles et également des anatomies complexes comme la bicuspidie. Mais là, il manquait l'étude randomisée pour aller plus loin dans l'évaluation de cette nouvelle valve. Donc, c'est l'objet de l'étude Landmark, qui est une étude prospective randomisée multicentrique en ouvert de non-infériorité, qui a été menée en 31 centres internationaux dans 16 pays avec le design suivant. Donc, les patients sont sélectionnés selon les critères de l'ESC 2021, RAC serré symptomatique sur valve aortique native, éligible à un TAVI. Et point supplémentaire, il fallait qu'ils soient éligibles anatomiquement aux trois plateformes étudiées dans cette étude. Donc la randomisation s'est faite en un pour un entre janvier 2021 et décembre 2023, avec dans le bras MyVal Balloon Expandable 384 patients et dans le bras contrôle, appelé valve contemporaine, associant Sapien Balloon Expandable et Evolute Self Expandable, également sur un ratio
1 pour 1. Donc il y a autant de chacune des deux valves dans ce groupe de 384. Donc la non-infériorité avec une analyse en intention de traiter, une marge fixée de non-infériorité à 10,44% avec un taux d'événement assumé à 26,1%. Le follow-up, pour l'instant, sera présenté uniquement à 30 jours, mais il est préspécifié un follow-up sur le plus long terme, annuel, et voire même jusqu'à 10 ans. Le critère de jugement principal est un critère composite d'efficacité et de sécurité à 30 jours, définition des critères VAC3, associant la mortalité toute cause, insuffisance rénale aiguë supérieure ou égale à stade 2, tous les saignements majeurs, tout type d'AVC, les fuites paravalvulaires modérées à sévères, les complications vasculaires majeures et les troubles de conduction nécessitant l'implantation d'un stimulateur cardiaque. Donc voici les résultats pour les critères démographiques. Donc une population qui est assez représentative de notre pratique contemporaine, donc un âge moyen de 80 ans. À noter que les patients les plus jeunes de moins de 75 ans représentaient 15% de la population, un ratio homme-femme de 50% et des patients relativement à bas risque, même à très bas risque, avec un STS score médian de 2,6%, ce qui reflète bien l'élargissement des indications du TAVI. Pour ce qui est des critères anatomiques, on a une surface moyenne de 470 mm² dans les deux populations et des petits anneaux définis inférieurs à 430 mm² qui représentent un patient sur trois. Il est intéressant de noter également le taux de bicuspidie inclus dans cette étude, donc autour de 7%. Pour ce qui est des critères procéduraux, donc un temps de procédure, enfin, il n'y avait pas de différence significative entre les deux populations sur le temps de procédure, autour de 77 minutes, ni sur la quantité de contraste, autour de 140-150 millilitres au total. Euh, Intéressant de noter le taux de prédilatation, assez élevé, 40%, mais similaire dans les deux groupes. En revanche, on note une différence significative sur le taux de post-dilatation, qui était de seulement 10% pour la nouvelle plateforme MyVal et de 21% pour les valves contemporaines. Également, une petite différence sur le taux de la fraction de régurgitation évaluée par orthographie en faveur de la prothèse MyVal de 3% versus 4%. Pas de différence significative sur les critères de succès technique du device tels que définis par les critères VARC3. Ensuite, concernant ces fameuses tailles intermédiaires, donc je vous les ai spécifiées ici, donc il y en avait trois dans cette étude, eh bien, cette taille intermédiaire de MyValve a été choisie par les opérateurs dans 48% des cas. C'est un résultat intéressant qu'on pourra commenter par la suite. Ensuite, concernant le résultat sur le critère de jugement principal à 30 jours, eh bien, on atteint largement la non-infériorité pour la prothèse MyValve avec un critère de jugement de 25% dans le groupe Maval contre 27% dans les groupes contrôle, avec une marge de non-infériorité supérieure à 3,8, donc très significatif. Pour ce qui est des critères, des composants du critère principal pris séparément, aucune différence significative, simplement des tendances numériques. À noter juste le taux de pacemaker autour de 15 à 17% dans les deux populations. Ensuite, pour les autres critères de sécurité, d'efficacité, pas de différence entre les deux populations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était des résultats qui étaient tout à fait comparables. Ensuite, pour ce qui est des performances hémodynamiques évaluées par échographie entre l'échographie de sortie d'hospitalisation et à un mois, on note euh, à la fois sur le gradient moyen transvolvulaire et la surface effective aortique, finalement une performance similaire entre les deux groupes. Quand les deux valves du groupe contrôle sont combinées l'une et l'autre. Après, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est-à-dire qu'on regarde séparément ces deux valves du groupe contrôle, là cette fois-ci, donc en vert la MyValve et en rouge la valve Sapien, eh bien on voit que pour
taille définie par la Sapien, donc 23 mm, 26 mm, 29 mm, la surface effective aortique par échographie à un mois eh bien, est significativement supérieure dans le groupe MyVal. Euh, Ça, on pourra éventuellement en rediscuter. Et puis également, il a été exploré donc l'équivalent en évolute. Donc pour les tailles 26 mm, 29 mm, on voit qu'il y a une équivalence de la nouvelle plateforme MyVal en termes de surface effective aortique par rapport à la valve self-expandable supraannulaire à un mois. Il n'y avait pas eu de évolue de 23 mm inclus dans Landmark, ni de 34. Voilà, et bien sûr, pour terminer, les résultats en termes de bénéfices cliniques, donc sur le plan fonctionnel, une amélioration des classes NYHA similaire dans les deux populations et une amélioration significative du test de marche du même ordre de grandeur dans les deux populations. Donc, en conclusion, cette étude de Landmark est la première étude randomisée évaluant en face à face deux valves balloon expandable et une valve self-expandable selon les critères définis par la VARC 3, en incluant des anatomies complexes, à savoir les petits anneaux jusqu'à 32% et les bicuspidies, 7%. La nouvelle plateforme MyVal atteint la non-infériorité sur le critère de jugement de sécurité et d'efficacité à 30 jours. À noter que la post-dilatation était significativement plus faible dans le groupe MyVal, 10% contre 21%, que les tailles intermédiaires proposées par cette plateforme étaient utilisées chez un patient sur deux et qu'il est retrouvé un bénéfice en termes de surface effective aortique à un mois en comparaison aux valves Sapiens et une équivalence par rapport aux valves Evolut. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Oriane et Thibaut pour la partie commentaires. Merci beaucoup Alexandre, c'était une présentation très claire. Comme ça, on a rappelé un peu le contexte et la structure de l'étude. Donc maintenant, en effet, on va passer la parole au professeur Thibault Larmusier pour qu'il nous détaille un peu les forces et les faiblesses de l'étude dans un premier temps avant d'ouvrir la discussion de manière plus large. Merci Oriane. Merci Alexandre pour la présentation. Cette étude, elle a beaucoup de force quand même. Elle a une méthodologie qui est solide et tu l'as très très bien résumé Alexandre. Mais en fait, si je les reprends un peu, et ça a été aussi largement commenté, c'est une étude qui se rapproche en fait d'une étude de vie réelle dans la mesure où on a un critère d'inclusion qui était extrêmement large, rétrécissement aortique, sous réserve d'une éligibilité aux trois dispositifs étudiés dans cette étude. Un critère de jugement qui est ultra solide, qui est le critère VARC 3. Tous les investigateurs en fait ont souligné la grande difficulté en fait des adjudications d'événements et donc du coup en fait on peut considérer qu'en fait le critère de jugement combiné avec 7 composants dans le critère combiné, c'est quand même extrêmement solide pour l'évaluation. Une étude qui a inclus des patients avec des anatomies difficiles, tu l'as dit, quand même une étude de balloon expandable qui intègre près de 30% de patients avec des petits anneaux, c'était plutôt courageux, des anneaux à moins de 430 mm². On a à peu près 7% de bicuspidie, donc globalement, ça correspond à peu près en fait, à ce qu'on a en vie réelle avec aussi en fait plutôt une population qui est globalement à bas risque, des STS scores qui sont très bas, mais tu l'as souligné, c'est l'élargissement des indications. Donc globalement, en fait, une étude qui est plutôt solide sur le plan méthodologique. La seule faiblesse que j'y vois, c'est peut-être un taux d'inclusion qui était extrêmement lent dans l'étude, et on a pu en parler. C'est vrai que j'ai regardé, il y a plus de 30 centres, il y a 3 ans en fait d'inclusion. Globalement, ça nous fait 25 patients par centre. C'est assez surprenant. Alors, les auteurs ont souligné que la période Covid avait été une période complexe pour les inclusions, mais on peut se demander s'il n'y a pas peut-être un biais de sélection des patients en fait, dans cette étude. C'est la seule petite critique, effectivement, en fait, que j'y vois. Pour un centre à haut volume, inclure 25 patients dans une étude randomisée avec des critères d'inclusion aussi larges,
sur une période de 3 ans, ça peut paraître assez faible, mais encore une fois, en fait, c'est un point qui est juste un commentaire. Thibaut, sur les critères enfin peut-être de biais de sélection, il y avait également le fait que les patients devaient être éligibles aux trois plateformes pour être inclus, donc ce qui ne reflète pas vraiment la vie réelle. C'est-à-dire qu'il C'est y a vrai. forcément des anatomies complexes qui ont été exclues de ce fait. Donc, C'est vrai. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il aurait été intéressant, mais qu'il est probablement impossible de faire sur une durée d'inclusion aussi longue, c'est d'avoir en fait la totalité en fait des volumes de chaque centre et les raisons en fait de la non-éligibilité ou de la non-inclusion dans l'étude, quoi. Et donc ça aurait pu en fait être une donnée en fait qui serait fournie par les auteurs et qui aurait pu être une donnée explicative. Parce qu'effectivement, oui, on peut s'attendre à avoir des patients peut-être ultra sélectionnés vu le recrutement, quoi. tout à fait. On peut parler du device si vous voulez un peu. On a une diapo là-dessus, ouais. Ça ressemble étrangement à une prothèse qu'on connaît un peu, hein. C'est-à-dire que globalement, on arrive avec une prothèse qui est difficile à distinguer en fait de la prothèse balloon expandable qu'on connaît tous. Et c'est vrai qu'elle en reprend un certain nombre de caractéristiques. Le fait qu'il y ait donc une structure métallique en fait avec je dirais une double association de cellules, des cellules larges en haut, des cellules en fait plus étroites dans la partie basse de la prothèse, donc large pour faciliter l'accès coronaire, étroite pour améliorer la force radiaire. Les feuillets, c'est du péricarde bovin. Et puis, on a cette double jupe interne-externe de polyéthylène qui permet en fait d'avoir des taux de fuite paraprothétique plus bas, comme là, la prothèse Edwards Sapien. Et puis, quelques spécificités. J'ai pu noter en fait que la valve était directement en fait crimpée sur le ballon. Il n'y avait pas de réalignement comme on le voit en fait faire dans l'aorte pour la prothèse Edwards, que les introducteurs sont en 14 French, que c'est finalement assez proche de ce qu'on connaît pour la manipulation avec un système de flex pour le franchissement de l'arche aortique. Et puis, vous voyez en fait ici la diapo qui vous est fournie, des repères radiologiques qui sont en fait qui permettent tout simplement de fixer la hauteur de votre prothèse et où on s'appuie sur en fait la présence de deux bandes radio opaques noires. En fait, on les voit sur la partie basse. Et une prothèse donc qui est un anneau qui est en fait finalement positionné en fait entre les deux bandes radio opaques en fait qui sont à la partie la plus basse de la prothèse. Alors le déploiement en lui-même aussi en fait est en fait assez proche de ce qu'on connaît pour une valve balloon expandable. C'est bien évidemment en fait un pacing rapide. Le ballon a des spécificités. Il a une espèce de dog boning shape qui est en fait qui fait que la prothèse est plus centrée en fait sur l'anneau et ça lui conférerait en fait une stabilité supplémentaire d'avoir un ballon qui s'inflate dans sa partie proximale et distale de façon plus importante en volume en début d'inflation. Donc voilà pour les quelques particularités de cette prothèse et du dispositif. Bon, il y en a une qui a été soulignée, c'est la large gamme en fait de tailles. Donc on se retrouve avec 9 tailles de prothèses au lieu en fait des trois tailles, des 4 tailles de prothèses en Edwards pour la comparaison avec la valve Balloon Expandable Edwards. Donc avec des tailles intermédiaires, un incrément non plus de 3 mm, mais de 1,5 mm. Et du coup, donc ça, ce sont les données en fait de l'essai Landmark. Et donc vous voyez en fait la gamme ici en vert clair de Myval avec la spécificité des plus larges prothèses, c'est-à-dire 30,5, 32 mm, qui n'ont pas été utilisées en fait dans l'essai randomisé puisqu'elles n'avaient pas en fait de comparateur.
mais qui ont en fait donné lieu à un registre en cours sur les très gros anneaux. Merci beaucoup, Thibaut. Et est-ce que il y a un intérêt clinique à toute cette gamme de tailles différentes ou pas finalement? Ben, Alexandre en a un peu parlé, on se dit que finalement, les patients en fait, chez qui on a une meilleure adéquation entre la prothèse et l'anneau, ben, on va diminuer un certain nombre de complications. Donc l'idée, c'est de diminuer le risque de fracture de l'anneau, de rupture d'anneau sur ces ballons expandables, complications redoutables enfin, avec une mortalité extrêmement élevée. Diminuer aussi le risque de fuite paraprothétique. Donc c'est là le concept en fait d'avoir une large gamme de prothèses. Le troisième élément, et c'est quand même un élément qui est plutôt démontré par l'étude, c'est de diminuer aussi la fréquence de la post-dilatation, en fait, en ayant en fait une prothèse qui soit d'emblée en fait, adaptée en fait, et qui fit parfaitement en fait, l'anneau pour lequel elle est implantée. Donc ça, ce sont des avantages qui sont théoriques. Ces avantages, ils sont certes en fait, mis en avant en fait, par la société et le manufacturier, mais en pratique, ils ne sont pas démontrés dans l'étude. Il faut quand même revenir aussi à cette étude-là et qui ne nous a pas démontré que les fuites paraprothétiques étaient moins importantes ou que en fait il y avait des ruptures d'anneaux qui étaient moins fréquentes. Alors bien évidemment, cette étude n'est pas dimensionnée pour cela, mais en tout cas en fait ce sont là des bénéfices hypothétiques attendus avec une gamme aussi étendue. Ouais. Juste pour vous montrer enfin, l'intérêt des tailles intermédiaires, Alexandre il l'a souligné dans cette présentation, c'est quasiment un patient sur deux qui était justement dans ce range dans de taille qui était avec justement une utilisation dite intermédiaire, c'est-à-dire 24,5, 27,5, etc. En fait. Donc, près de un patient sur deux, en fait, dans cette étude, était traité avec une taille intermédiaire, ce qui, en fait, montre que, en fait, beaucoup de patients se situent finalement dans ces zones grises pour l'implantation des prothèses et que d'avoir des gammes plus larges, ce serait intéressant. En pratique, l'idée, en fait, à l'issue de cette présentation, c'était de se poser la question de se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va implanter aujourd'hui et demain, en fait, dans nos quatre labs. En fait, l'idée, c'était de rappeler aujourd'hui les prothèses qui sont disponibles en France, avec un petit bémol, en fait, donc une seule prothèse balloon expandable, qui est la prothèse Edward Sapien, qui est actuellement remboursée, et trois prothèses self-expandable. En fait, on devrait dire plutôt deux, puisque la prothèse Accurate a été retirée en fait du remboursement. Elle est encore implantée dans d'autres pays en Europe, mais donc actuellement, le choix se tourne vers finalement un choix entre ces trois prothèses. Et la question en fait, qu'on se pose à la lumière de l'arrivée d'un nouvel acteur en fait, sur le marché, c'est finalement qu'est-ce qu'on va implanter pour nos patients et qu'est-ce qui dicte ces choix en fait. Donc la réflexion que je me fais, moi, à la lecture de cette étude, c'est que le premier choix, il est peut-être le choix d'un opérateur et qui va s'orienter vers une procédure qui juge peut-être plus simple. Et ce sont en fait probablement en fait les prothèses balloon expandable qui ont les courbes d'apprentissage les plus rapides. C'est ce qu'on voit en fait pour tout opérateur débutant une activité de vie. Donc c'est une réalité. Est-ce que c'est en fait une réalité qui est en fait mais qui est justifiée par des meilleurs résultats? Certainement pas. Mais en tout cas, les jeunes opérateurs se tournent plus facilement en fait vers les prothèses balloon expandable, c'est sûr. Et le deuxième critère, bien évidemment, c'est le critère qui est lié au patient, en fait. Et donc, le choix de la prothèse, avant d'être un choix d'opérateur, c'est un choix qui doit être dicté par le patient et son anatomie. Et donc, sans vouloir rentrer dans tous les détails et des présentations qui sont déjà largement faites sur ce sujet, bien forcément, l'idée, c'est d'essayer de choisir la meilleure prothèse pour le meilleur patient, et ça dépend de l'anatomie et de l'accès vasculaire, parfois. Ça dépend également, bien sûr, souvent en fait, de l'anatomie de l'anneau, des calcifications de la valve, des calcifications de la chambre de chasse, du caractère biotricuspide de la valve, etc. Et donc, en fait, ce sont là, en fait, les choix qui peuvent dicter, en fait, le choix ou orienter, en fait, le patient vers telle ou telle prothèse. Je parle bien évidemment pas, mais d'autres critères que sont l'accès coronaire, le risque de pacemaker, la durabilité, en fait, voilà.
Ce qu'on peut Et donc, dire, Thibaut, est-ce ouais. que tu penses, comment va se positionner cette nouvelle plateforme, la MyValve? Est-ce que tu penses que elle va arriver demain sur nos étagères ou c'est pas encore pour tout de suite? Ben, en fait, moi, je vois deux choses, en fait. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, en fait, on se dit, il y a des avantages potentiels, il y a une prothèse qui arrive avec un essai de non-infériorité extrêmement intéressant, mais il faut garder à l'esprit, en fait, l'idée, c'est que, voilà, des prothèses et des nouveaux devices, depuis 20 ans, on en a vu apparaître quand même un certain nombre. Et la plupart, en fait, n'ont pas passé en fait, le stade de la commercialisation et en tout cas ne sont pas allés jusqu'à la commercialisation. Donc, très, très peu de devices, finalement, sont arrivés à maturité. Et finalement, si je résume un peu en fait, l'histoire, ben, depuis 20 ans, en fait, on a en fait, deux prothèses qui se partagent la grande majorité en fait, actuellement du marché du TAVI. En fait, quoi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on regarde l'ensemble des études développées, il n'y en a pas tant que ça, en fait, d'études randomisées qui comparent les prothèses les unes aux autres. Aujourd'hui, les choix dont je vous ai parlé, ce sont des choix qui sont dictés par des choix liés à l'opérateur, au patient, mais on n'a pas d'études randomisées qui nous vont nous faire dire qu'une prothèse a une supériorité sur une autre sur des données dures à moyen ou long terme. Sinon, en fait, ce serait déjà et d'ores et déjà largement appliqué dans les cas labs. Et ces données, on est en train de les accumuler pour un certain nombre de prothèses, mais encore une fois, en fait, on n'a pas en fait, d'argument fort. Donc, pour en revenir à cette prothèse Myval, il faut garder à l'esprit qu'on a un essai qui nous donne des résultats à 30 jours. Des très beaux résultats, mais à 30 jours. Et que, en fait moi, je garde en tête un certain nombre de résultats qu'ont eu les chirurgiens cardiaques et la chirurgie cardiaque avec certaines prothèses. Donc, on ne va pas les citer ce soir, mais on sait tous que, en fait, le TAVI valve-in-valve, on ne le fait pas dans toutes les prothèses chirurgicales, parce que toutes les prothèses chirurgicales ne dégénèrent pas de la même façon. Donc, Alexandre nous a montré des données extrêmement intéressantes sur la surface et sur l'orifice fonctionnel, en fait, de ces valves. C'est extrêmement séduisant, mais on aura besoin, en fait, c'est sûr, de données de durabilité avant, en fait, d'utiliser ces valves. Je vois une seule exception, c'est les gros anneaux. Aujourd'hui, il y a une petite partie de patients qu'on ne peut pas traiter en TAVI, quelle que soit la prothèse actuellement disponible, parce qu'en en fait, ils ont des anneaux trop larges. Et donc, on a certains patients qui sont écartés tout simplement de la procédure pour cette raison-là. Avec cette prothèse, on sera susceptible de les traiter. Et pour ces patients, pour qu'il n'y a pas d'alternative, ça semble assez logique de se tourner vers cette valve. En attendant, en fait, voilà, on gardera en fait sur nos étagères des valves dont les données de durabilité à 5-10 ans en fait sont déjà en fait beaucoup plus solides que celles de la MyValve. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Thibaut. Hâte d'avoir les résultats sur le plus long terme. Ouais, suivi à 10 ans prévu, donc ça va Ouais, ça être m'intéresse. extrêmement intéressant. Ouais. Donc, je Je sais sais pas pas. s'il y a des questions sur... J'en ai pas vu sur le chat. Je sais pas si quelqu'un veut intervenir pour en poser une à la suite de ce qui a déjà été détaillé. Donc sinon, on va clore ce journal club dans les temps, environ une demi-heure. Donc je pense que c'était hyper instructif. Merci à Alexandre et à Thibaut d'avoir à la fois détaillé l'étude et ouvert un peu nos perspectives sur cette nouvelle prothèse, dont je suis sûre qu'on sera amené à rediscuter bientôt. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du Journal Club le 25 juillet, pareil, 19h. Encore une étude de ta vie, donc on pourra faire le tour une nouvelle fois en environ 30-35 minutes. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, bonsoir. Merci, très bonne soirée. À bientôt, au revoir.